Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter la correction de l'examen blanc numéro 3. Donc, l'exercice numéro 1 de cet examen contient deux parties. La partie 1, l'étude et la détermination des concentrations de deux solutions à cause d'ammoniac. Donc, dans cette partie, dans les données, il y a les deux courbes qui représentent l'évolution des formes basiques et acides du couple NH4+ sur NH3. Donc la première partie, 1,1, on prépare une solution à cause S1 d'ammoniac de concentration C1. Le pH de cette solution est 10,6. Donc, écrire l'équation de la réaction entre l'ammoniac et l'eau. Donc, c'est une réaction d'une base avec l'eau. Donc, base avec l'eau nous donne l'acide conjugué plus HO-. Trouver l'expression du taux d'avancement final, taux 1, en fonction de C, pH et KE, etc. Donc, la question 1,1. L'équation de la réaction. Donc, faire attention, la réaction d'une base avec l'eau nous donne l'acide conjugué plus HO- et non H3+. Donc, n'oubliez pas les états physiques, NH3 à l'équilibre, même si les gaz, donc ce gaz est aqueux, donc H2O liquide, nous donne NH4 plus aqueux plus HO- aqueux. La question 1,1,2, le taux d'avancement. Donc, d'après le tableau d'avancement, donc CV moins X, CV moins X final, les produits 0, 0, X, X, X final, X final. Donc le taux d'avancement, c'est X final sur X max. Donc comme H2O est en excès, donc X max c'est la quantité de matière initiale de NH3. Donc c'est C1V1. X final, d'après le tableau d'avancement, X final c'est la quantité de matière de HO-. Donc c'est la concentration de HO- fois le volume. On simplifie par le volume. La concentration de HO-, d'après le produit ionique, la concentration de HO-, c'est KE sur H3+, ou KE fois 10 à la puissance pH. KE sur H3+, KE sur 10 à la puissance moins pH, donc KE fois 10 à la puissance pH. À l'aide des courbes représentées sur la figure 1, vérifiez que C1 égale 10 à la puissance moins 2 mol lettre moins 1. Déterminer la valeur du pKa. 1,2, on mesure le pH d'une solution S'1 de concentration C'1, on trouve pH' égale 10,4. Comparer C1 et C2. On mélange dans un bécher à un volume V1 la solution S1 d'ammoniac de concentration C1 et un volume V2 d'une solution à cause d'acide chlorhydrique. Écrire l'équation chimique modélisant la réaction. Trouver la valeur de la constante K. Calculer le pH du mélange à l'état final. Donc la valeur de C1. Donc l'expression de taux. Donc taux c'est HO- sur C1. HO-, la concentration de HO- égale la concentration de NH4+. Et la concentration C1 égale la somme des deux concentrations. C1 égale la concentration de NH3 plus la concentration de NH4+. Donc le taux d'avancement représente le pourcentage de l'acide produit. Donc, lors d'une réaction d'un acide avec l'eau, le taux d'avancement de cette réaction égale le pourcentage de la base. Et lors de la réaction d'une base avec l'eau, le taux d'avancement de la réaction égale le pourcentage de l'acide produit. Donc, d'après les courbes, graphiquement, pour le pH égale 10,6, le pourcentage de l'acide, donc c'est 4%, le pourcentage de l'acide, donc 2 divisions, donc c'est 4%, donc le taux d'avancement 0,04. Donc la valeur de la concentration est, d'après l'expression de taux, KE fois 10 à la puissance pH1 sur taux 1, et on détermine la valeur de la concentration. La question B, la valeur de la constante pKa. On sait que lorsque le pH égale pKa,
les deux concentrations sont égales. Donc, les deux pourcentages sont égaux. Donc, lorsque les deux concentrations, les deux pourcentages sont égaux, le pH du mélange est égal au pKa. Donc, pour le pH qui correspond à 50%, donc, où le pH qui correspond au point d'intersection des deux courbes représente le pKa. Donc, pKa égale 9,2. 1,2. Comparaison entre C1 et C2. Donc, graphiquement, le taux d'avancement pour le pH 10,4. Donc, taux 2 égale 0,6, la même manière. Donc, on sait que le taux d'avancement augmente avec la dilution. Le taux d'avancement augmente avec la dilution. Et comme taux 2 est supérieur à taux 1, taux 2 supérieur à taux 1, taux 1 égale 4%, taux 2 égale 6%. Donc, taux 2 supérieur à taux 1, alors C2 est inférieur à C1. La question 2. On mélange dans un bécher un volume V1 de la solution S1 d'ammoniac et un volume V2 d'une solution d'acide chlorhydrique. Donc, l'ammoniac base avec l'acide chlorhydrique. Donc, la réaction acido-basique qui se produit. Donc, c'est l'acide H3+, avec la base NH3. La question de 1, écrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'ammoniac avec H3+. La question de 2, trouver la valeur de la constante K associée à cette réaction, puis conclure. Donc, on sait que l'équation de la réaction NH3, la base, plus H3+, l'acide. Donc, il y a un échange de protons H+, ou un transfert de protons H+, entre l'acide et la base. Donc, nous donne NH4+, plus H2O. La constante d'équilibre correspond à cette réaction. Donc, K égale la concentration de NH4+, donc l'eau est un solvant. Donc, NH4+, sur la concentration de H3+, fois la concentration de NH3. Donc, la concentration de H3+, d'après cette expression, on a la concentration de H3+, fois la concentration de la base, et au-dessus, il y a la concentration de l'acide. Donc, c'est 1 sur Ka. Donc, la constante d'équilibre de cette réaction, c'est 1 sur Ka. Donc, c'est 10 à la puissance 9,2. Donc, supérieur à 10 à la puissance 4. Donc, la réaction est totale. La réaction de la base NH3 avec H3O+, est totale. Donc, lorsque K est de l'ordre de 10 à la puissance 4, la réaction peut être considérée totale. La question de 3. Le pH du mélange. Donc, lorsqu'un mélange contient deux couples, la relation entre le pH et le pKa et la concentration des espèces chimiques est vérifiée pour les deux couples. Donc, le pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. D'après l'expression ou le tableau d'avancement, la concentration de la base, c'est CV moins X final, et la concentration de l'acide, c'est X final. Sur le volume total, donc NH3CV moins X final sur V, NH4+, c'est X final sur V total. CV moins X final sur V total, etc. Donc le pH égale C1V1 moins X final sur le volume total, divisé par X final sur le volume total. On simplifie par le volume total. Donc la réaction est totale. X final égale X max. Donc X max, c'est la quantité de matière minimale des deux réactifs. Donc les deux réactifs NH3, H3O+. Donc on va chercher de quel réactif qui a la quantité de matière initiale inférieure. Donc d'après les données, on a les deux concentrations sont égales, mais le volume V1 est supérieur à V2. Donc X max, le réactif limitant c'est H3O+. Donc X max c'est C2V2. Donc X max égale C2V2. Donc pH égale pKa plus log C1V1 moins C2V2 ou moins C1V1 car C2 égale C1 sur X final qui est C1V2 ou C2V2. Les deux concentrations sont égales. Donc le pH égale pKa
plus log V1 moins V2 sur V2. Et on calcule le pH. La troisième partie, pour déterminer la concentration de C0 d'une solution commerciale d'ammoniac, on l'a dilué 20 fois, donc la solution initiale est diluée 20 fois, c'est-à-dire la concentration de la solution à doser égale C0 sur 20. Donc, cette solution est dosée par une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca. Donc, la courbe à côté représente l'évolution du pH en fonction du volume ajouté. Donc, la question 3.1, écrire l'équation de la réaction de dosage. 3.2, déterminer la concentration C0. 3.3, calculer le volume Va ajouté d'acide chlorhydrique pour que NH3 égale 0,5 NH4+. Donc, 3.1, l'équation de la réaction de dosage. NH3 plus H3+, nous donne NH4+, plus H2O. Donc, la réaction de dosage est toujours totale. Donc, toujours s'écrit avec une seule flèche. Donc, l'équation de dosage, NH3 plus H3+, nous donne NH4+, plus H2O. 3.2, selon la relation de l'équivalence, on va déterminer la concentration C0. Donc, CBVB égale CAVAE. Donc, CB égale CAVAE sur VB. Donc, C0 égale 20 fois CB, car la solution est diluée 20 fois. Donc, égale 20 fois CAVAE sur VB. Et on calcule C0. La question 3.3. Le volume versé pour que NH3 égale 0,5 fois NH4+. Donc, ce volume peut être déterminé de deux façons différentes, soit graphiquement, soit par calcul en utilisant le critère que la réaction est totale. Donc, la première méthode, d'après l'expression du pH, on a pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Donc, pH plus pK égale pKa plus log de 0,5. Donc, la base sur l'acide égale 0,5. Alors, le pH égale 8,8. Donc, graphiquement, le volume correspond au pH égale 8,8, donc est presque 11. Donc, le volume qui correspond au pH égale 8, c'est 11. Il y a d'autres méthodes, c'est dans laquelle on remplace les deux concentrations par leur expression. Donc, NH3, c'est C1V1 moins X final sur volume total. Et NH4+, c'est X final sur le volume total. Et puisque la réaction est totale, donc X final égale X max. Donc, X max égale C2V2, le volume ajouté, et on calcule le volume ajouté. La partie 2, l'étude d'une pile électrochimique. Donc, on réalise une pile en plongeant une plaque de nickel dans une solution qui contient les ions de nickel et une plaque de cobalt dans une solution qui contient les ions du cobalt. Donc, à la date t égale 0, on ferme le circuit, on mesure l'intensité du courant égale 100 mA. Les données, la masse molaire de cobalt, le Faraday, la constante d'équilibre associée à la réaction suivante, EK égale 100. La question 1, indiquer le pôle positif de la pile en justifiant la réponse. Donc, pour indiquer le pôle positif de la pile, il y a plusieurs méthodes. Soit la comparaison de QR initial avec K, c'est-à-dire l'utilisation du critère d'évolution, soit l'utilisation des résultats expérimentaux, tels que l'apparition d'une couche ou la diminution d'une masse, etc., ou la disparition d'une couleur, etc., ou l'utilisation des appareils de mesure, l'ampèremètre ou voltmètre. Donc, dans ce cas, nous avons les concentrations initiales et la constante d'équilibre. Donc, on va calculer QR initiale et la comparer avec la constante d'équilibre. Puis, il y a donné le schéma conventionnel de cette pile. Et la question 3, trouver l'expression de TE en fonction de K, F, C1, C2, etc.
Donc la question 1, donc on va calculer QR initial. Donc QR initial, c'est la concentration du cobalt sur la concentration du nickel initial. Donc c'est C2 sur C1. Et une remarque lors du calcul des concentrations, dans la pile, chaque ion se trouve dans un compartiment différent, dans un bichère différent. Donc à l'équilibre, la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume de ce bichère, n'est pas sur le volume total. Donc QRI égale C2 sur C1 égale 10. Donc QRI est inférieur à K. Donc le système évolue spontanément dans le sens direct. Donc dans ce sens, il y a réduction des ions Ne2+, qui se transforme en Ne, et l'oxydation du cobalt qui se transforme en cobalt 2+. Le pôle positif, donc, c'est l'électrode au voisinage de laquelle se déroule la réaction de la réduction. Donc, c'est la plaque de nickel ou le compartiment qui contient le nickel. Donc, l'électrode de nickel représente le pôle positif. Donc, le schéma conventionnel, le pôle positif doit être situé à droite et le pôle négatif à gauche, et les métaux sont à l'extrémité du schéma conventionnel. Donc cobalt solide, nickel solide. Donc trouver en fonction de K, F, C1, C2, V et l'expression de la date à laquelle l'équilibre du système est atteint, calculer TE. Donc l'expression de TE, Q égale I delta T égale I fois TE moins T0 égale la quantité de matière des électrons fois F. Donc l'expression d'ILQ, E fois delta T ou N fois F. Donc E fois TE, car T0 égale 0, égale la quantité de matière des électrons fois F. Donc E fois TE égale 2x final fois F. La quantité de matière des électrons égale 2x final après l'équation. Donc E TE égale 2x final fois F sur I. Donc, et d'après l'expression de la constante d'équilibre, K égale le cobalt de plus sur nickel de plus, donc c'est C de V de plus X final sur C1 V1 moins X final. Donc, on développe cette expression, on obtient X final égale KC1V moins C2V sur K plus 1. Donc, par comparaison des deux formules, on remplace X final par son expression, on obtient TE égale 2FV, facteur de K C1 moins C2 sur I, facteur de K plus V. La question 4, la variation de la masse du cobalt. Donc, d'après l'équation de la réaction, la masse du cobalt diminue. Donc, la variation de la masse égale la variation de la quantité de matière fois la masse molaire. Donc, la variation de la quantité de matière, c'est la quantité de matière finale moins la quantité de matière initiale. Donc, c'est moins X final. Donc, fois la masse molaire de cobalt. Et donc, on remplace X final soit par la dernière expression, X final K C1V moins C2V sur KE, ou par la première expression, X final égale I fois TE sur 2F. Passons maintenant à l'exercice numéro 1 de la physique, l'exercice qui contient un exercice des réactions nucléaires. Donc une centrale nucléaire de production d'électricité utilise la chaleur libérée par les réactions de fusion, etc. Donc les données, les masses de quelques particules. La première question, le bombardement d'un noyau d'uranium par un neutron peut produire un noyau de strontium et un noyau de xénone selon l'équation suivante. Déterminer les valeurs de A et Z. Donc la valeur de A et Z, d'après les lois de la conservation d'eau sodée, donc la conservation du nombre de nucléons, 236, donc 235 plus 1 égale 94 plus A plus 3. Donc A égale 139. La conservation du nombre de charges, donc 92 égale Z plus 54. Donc Z égale 38. La question 1-2.
calculer l'énergie libérée par cette réaction, puis quelle est l'énergie libérée par nucléon de matière participant à la réaction. Donc il faut différencier entre cette énergie et l'énergie de liaison, donc par nucléon. Donc cette énergie, c'est l'énergie libérée par nucléon de matière. Donc par nucléon de matière. Donc la question 1.2, l'énergie libérée, c'est la variation de la masse fois C au carré. Les masses du produit moins les masses des réactifs fois C carré. Donc c'est 199 méga 179 méga électronvolts. Donc l'énergie libérée par nucléon de matière. Donc 139, c'est 179 méga électronvolts, c'est l'énergie libérée par un noyau de l'uranium. Donc l'énergie libérée par un nucléon de l'uranium, c'est delta E divisé par le nombre de noyaux, le nombre de nucléons de l'uranium. Donc égale 0,76 mégaélectronvolts par nucléon. Donc c'est l'énergie par nucléon de matière. Donc la matière radioactive, c'est l'uranium, contient 235 nucléons, libère 179. Donc l'énergie libérée par chaque nucléon est 0,76 mégaélectronvolts. La partie 2, l'équation de la réaction entre deutérium et le noyau de tritium, sachant que cette réaction libère un neutron et un noyau noté XZA, préciser la nature du noyau. Montrer que l'énergie libérée égale 17,6. Conclure sur l'intérêt du projet ITER en indiquant les avantages que présenterait l'utilisation de la fusion par rapport à la fission pour la production d'électricité par les centrales nucléaires. Donc de 1, l'équation de la réaction. Les deux noyaux de l'hydrogène nous donnent un neutron plus un noyau XZA. Donc d'après les règles de la conservation, on obtient que XZA, c'est un noyau qui a 2 protons et 4 nucléons. Donc le noyau qui a 2 protons, donc qui a Z égale 2, c'est l'hélium. Donc la réaction, c'est l'hydrogène plus l'hydrogène 3 et nous donne un neutron plus l'hélium 2, 4. L'énergie libérée par cette transformation, toujours la masse des produits moins la masse des réactifs fois C carré, la valeur absolue, donc c'est 17,16. Donc l'énergie libérée par nucléon de matière, donc c'est 3,53 mégaélectronvolts par nucléon. Donc sur 5, donc 2 de l'hélium 2, de l'hydrogène 2 et 3 nucléons dans l'hydrogène 3. Donc les avantages. Donc d'après cette question, la conclusion, l'avantage, l'avantage conclu d'après cette question, c'est l'énergie. L'énergie libérée par nucléon de matière lors de la fusion est très élevée par rapport à celle libérée lors de la fission. Donc voilà l'avantage de cette réaction. Il y a aussi l'abondance naturelle des réactifs de la fusion est très élevée par rapport à celle des réactifs de la fission. Donc les réactifs de la fusion, l'hydrogène, sont très en grande quantité dans la nature, alors que les réactifs de la réaction de fission, l'uranium 235 et le plutonium, plutôt les réactifs, l'uranium sont très rares, existent avec une quantité négligeable. Il y a autre avantage, c'est les déchets nucléaires. Donc la fission produit des noyaux radioactifs instables, alors que la fusion, non, produit des noyaux qui sont stables, non radioactifs. L'exercice numéro 2, la physique numéro 2, l'électricité. Donc on considère le circuit à côté contenant un résistor A et un résistor R0, un condensateur C, une bobine. Donc le condensateur est initialement chargé avec une tension UC égale U0, une bobine d'inductance L et R, etc. Donc la partie 1, la charge du condensateur. 1, établir l'équation différentielle vérifiée par I.
1,2, déterminer la résistance du condensateur. 1,3, déterminer U0. 1,4, trouver en fonction de C, E et U0 l'expression de l'énergie électrique reçue par le condensateur pendant la durée du régime transitoire. Calculer sa valeur. Donc, l'équation différentielle. Donc, selon la loi d'additivité des tensions, E égale UC plus UR. Donc, RI plus UC égale E. Donc, on doit remplacer UC en fonction de I. Et comme vous savez, la relation entre E et UC, c'est E égale DUC sur DT. Donc, il faut dériver cette équation. Donc, R égale D de, R fois D de I sur DT plus D de UC sur DT égale 0. On remplace D de UC sur DT par I sur C. Donc, on obtient R D de I sur DT plus I sur C égale 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par I. RC D de I sur DT plus I égale 0. La question 1.2, la valeur de la résistance R. Donc, graphiquement, d'après le graphe, l'intersection de la tangente avec l'axe de temps, la tangente à t égale 0 avec l'axe de temps, nous donne le temps, la constante de temps. Donc, la constante de temps égale 1 milliseconde. Donc, R égale tau sur C égale 400 ohms. La valeur de la tension U0. Donc, selon la loi d'additivité des tensions, on a UR plus UC égale E. Donc, UR à l'instant 0, c'est RI0. UC à l'instant 0, c'est U0, n'est pas 0, car le condensateur est déjà chargé, égale E. Donc, U0 égale E moins R fois E0. U0 égale 8, E, 8 les données, dans les données, 8 est donné, E égale 8, R égale 400, E0, graphiquement, E0, et à l'instant 0, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3, donc égale 4 volts. La question 1.4. L'énergie électrique reçue par le condensateur. Donc l'énergie reçue par le condensateur, c'est l'énergie finale emmagasinée moins l'énergie initiale. L'énergie finale moins l'énergie initiale. Donc l'énergie qu'il a reçue. Donc 1 demi CE carré moins 1 demi C U0 au carré et on calcule cette énergie. La partie 2 de cet exercice, l'oscillation libre dans un circuit RLC. Donc, en se basant sur l'expression de la puissance, établir l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Puis, trouver l'expression de D de E total sur DT. Puis, déterminer la variation de l'énergie ou l'énergie dissipée entre T égale 0 et un instant T1. Donc, la question 2.1, l'expression de l'énergie magnétique. Donc, comme vous savez, la puissance d'un dipôle égale U fois I, le produit de la tension fois l'intensité. Donc, égale LD de I sur DT plus RI fois I. Donc, égale LD de I sur DT plus RI carré. Donc, RI carré représente la puissance thermique ou la puissance dissipée par effet Joule. Donc, l'autre terme, c'est la puissance magnétique emmagasinée. Donc, la puissance magnétique égale LI D de I sur DT. Donc, I D de I sur DT. F fois F'. F fois F', c'est 1 demi la dérivée de F carré. F fois F', c'est 1 demi la dérivée de F carré. Donc, c'est L égale 1 demi D sur DT de I carré. Donc, L et 1 demi sont deux constantes. Donc, on obtient P, la puissance magnétique, égale D de 1 demi L I carré plus DT sur DT. D de 1 demi L I carré sur DT. D'autre part, on sait que la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc, par comparaison des deux expressions, on obtient que l'énergie magnétique égale 1 demi L I carré plus une constante. Et on sait que l'énergie emmagasinée dans la bobine est nulle quand
l'intensité de courant est 0, alors cette constante égale 0. Donc l'énergie magnétique égale 1 demi LI au carré. La question de 2, la dérivée de l'énergie totale. Donc l'énergie totale, c'est l'énergie magnétique plus l'énergie électrique. 1 demi LI carré plus 1 demi CUC carré. La dérivée, donc la dérivée de I carré, c'est 2L d2i sur dt. Donc la dérivée de F carré, c'est 2F F'. La dérivée de F carré, c'est 2F F'. Donc on simplifie 2 par 1 demi. On obtient LI d2i sur dt plus C UC d2c sur dt. On factorise par I. C d2c sur dt, c'est I. C d2c sur dt. On obtient I facteur de L d2i sur dt plus UC. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, UL plus UR plus UC égale 0. Donc L d2i sur dt plus petit r fois I plus R fois I plus UC égale 0. Donc L d2i sur dt plus UC égale moins R plus R fois I. Ce qui nous donne que d au total sur dt égale moins R plus petit r fois I au carré. Donc I au carré est toujours positive, R plus R est positive, avec le signe moins, d au total sur dt est négative. Donc l'énergie totale décroît en fonction de temps. La question 2.3, l'énergie emmagasinée ou l'énergie dissipée par effet Joule. Donc l'énergie dissipée, c'est l'énergie totale à l'instant T1 moins l'énergie totale à l'instant 0. L'énergie totale à l'instant ou la différence, l'inverse, l'énergie totale à l'instant 0 moins l'énergie totale à l'instant T1 ou la valeur absolue. Donc EM à l'instant T0 plus EE à l'instant 0 moins EM à l'instant T1 moins EE à l'instant T1. Et comme vous savez que l'énergie électrique ou l'énergie magnétique à l'instant 0 est 0, car I à l'instant 0 égale 0, donc elle reste E delta E égale l'énergie électrique à T égale 0 moins l'énergie magnétique à l'instant T1 moins l'énergie électrique à l'instant T1. Donc l'énergie magnétique à l'instant T égale 0, 1 demi C et C 0, l'énergie électrique, moins 1 demi L I carré, moins 1 demi C UC carré à l'instant T1. Donc il reste à déterminer UC à l'instant T1. Donc d'après cette expression, à l'instant T1, UR prend une valeur maximale, donc D2I sur DT égale 0, I prend une valeur maximale, donc D2I sur DT égale 0, il reste UC égale, donc UC égale moins L D2I sur DT, moins R plus R fois I, d'après cette expression. Donc UC égale moins L D2I sur DT, moins R plus R fois I. Et comme I prend une valeur maximale, donc D2I sur DT égale 0. Donc on obtient UC égale moins L sur R D2R sur DT, moins R plus R UR sur R. Donc l'expression D de E égale 1 demi C UC carré T0 moins 1 demi L UR sur R2 T1 moins 1 demi C UR plus R UR au carré. Donc 1 demi C UC carré moins 1 demi L I carré c'est UR sur R au carré moins 1 demi C UR plus R UR sur R au carré. Donc ce terme est nul. Donc UC est remplacé par R plus R fois UR sur grande R. La troisième partie de cet exercice, les oscillations forcées. Donc les oscillations forcées, donc on a un JBF, une bobine, un condensateur, etc. La question 3.1, déterminer la valeur du Umax et L0 et petit r 0. Déterminer la valeur de la puissance électrique moyenne consommée dans le circuit à la résonance. Donc la question 3.1, la valeur du Umax. Donc comme vous savez, Umax égale Z fois Emax. Et à la résonance, Z égale R total. Z égale R total. Donc graphiquement, R total, qui est Z à la résonance,
Donc Z à la résonance égale 37. Z à la résonance, R total égale 37. Et I max à la résonance égale 100 milliampères. Donc U max égale 37 fois 270 fois 10 à la puissance moins 3 pour transformer le milliampère en ampère. Donc U max égale presque 10 volts. La question 3.2, la puissance consommée à la résonance. Donc en général, la puissance consommée, c'est R total fois I carré. R total et max carré sur 2, quel que soit l'état du circuit, soit à la résonance ou à l'extérieur du résonance. Donc P consommé égale R total et carré égale R total et max au carré sur 2. Donc égale 37 fois 0,27 au carré sur 2, c'est 1,34 watts. Physique numéro 3, la mécanique, la partie 1, l'étude du mouvement d'un skieur sur un plan et un son. Donc, premièrement, l'étude du mouvement sur le plan AB. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'expression de l'accélération en fonction de G, M, bêta et F. Calculer sa valeur. Puis calculer la valeur de la vitesse V1. Donc, selon la loi de Newton, la somme de force égale M à G. Donc, P plus R égale M à G. La projection dans le repère AI nous donne Px plus Rx égale M à X. Donc, Px, les forces, P est verticale vers le bas. R est composé de deux composantes, R normal et F. F toujours contre le sens du mouvement. Donc, Px, voilà, Px dans le sens de I. Donc, Px est positif, représente l'opposé de alpha. Donc, de bêta. Donc, Mg sinus bêta. Positif, Mg sinus bêta. Moins F égale Ma. Donc, Ax égale G sinus bêta moins F sur M. Donc, toutes ces grandeurs sont des constantes positives. Donc, Ax est une constante. Donc, Ax est une constante. Donc, le mouvement est uniformément varié. Donc, A est constante. Le mouvement est uniformément varié. Donc, les équations horaires. V égale AT plus V0. X égale 1 demi AT carré plus V0T plus X0. Donc, on applique ces deux équations au point B. Donc, VB égale ATP plus VA, car à l'instant 0, c'est à l'instant de départ du point A. Et XB égale 1 demi ATB au carré plus VATP plus XA. Donc, la première équation nous donne que TB égale VB moins VA sur A. On remplace TB par cette expression dans la deuxième équation. On obtient XB moins XA égale 1 demi A, facteur de VB moins VA sur A au carré, plus VA, facteur de VB moins VA sur A. On factorise par VB moins VA sur A. On obtient 1 demi VB moins VA au carré sur A, plus VA moins VB sur A, facteur de 1 demi VB moins VA plus VA. Donc, 1 demi VB moins VA plus VA, c'est 1 demi VB plus 1 demi VA. Donc, on factorise par 1 demi. Et enfin, on obtient que AB égale VB au carré, VB moins VA fois VB plus VA. C'est une identité remarquable. VB au carré moins VA au carré sur 2A. Donc, VA égale la racine de VB au carré moins 2A fois AB. Donc, VA égale VB au carré moins 2A fois AB. La question 2. L'étude du projectile. Donc, le skieur retombe, prend son départ avec une vitesse VB et retombe sur un point P avec une vitesse VP égale 35. Donc, établir les équations horaires de la trajectoire, puis déterminer l'angle phi, puis il faut déterminer l'équation du parabole de sûreté.
Donc la question de 1, les équations horaires. Dans un référentiel terrestre considéré galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. La somme de force égale M à G, donc P égale M à G, donc G égale à G. La projection dans le repère R, O, I, G nous donne AX égale 0, AY égale moins G. Donc les équations différentielles, D de Vx sur dt égale 0, D de Vz ou D de Vy sur dt égale moins G. Ces deux équations représentent les équations différentielles du mouvement. Donc les équations différentielles du mouvement. Donc par une intégration, on obtient Vx égale une constante, car d de Vx égale 0. Donc Vx égale une constante, égale V0x, égale V0 cos alpha. Vy, donc d de Vy sur dt égale moins g, une constante. Donc Vy égale moins gt plus V0y, égale moins gt plus V0 sinus alpha. Donc une deuxième intégration, on obtient x égale V0 cos alpha t plus x0 qui est 0, y égale moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha t plus y0 qui est h. Donc l'équation de la trajectoire, on remplace t, on tire l'expression de t par cette expression, par la première équation, et on remplace t par son expression dans la deuxième équation, on obtient y égale moins g sur 2 x carré sur v0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha plus h. La question de 3, la détermination de l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale. Donc l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale, l'angle phi. Donc pour déterminer phi, il faut déterminer tangente phi. Tangente phi, c'est xp ou yp sur xp. Donc si on considère phi la grandeur ou la valeur positive, donc tangente de phi, c'est l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est moins yp. L'adjacent, c'est xp. Si on considère phi un angle algébrique, donc tangente phi égale xp, yp sur xp. Donc ce point P appartient à la trajectoire. Donc xp et yp, vp x et vp y, vérifier les relations précédentes, l'équation horaire, les équations de la tangente, etc. Donc pour déterminer xp, yp, il faut déterminer l'instant tp. Donc dans les données, nous avons vp, la vitesse au point P. Et comme vous savez, vp égale la racine carrée de vpx au carré plus vpy au carré. Vpx est une constante, donc t peut être déterminé à partir de vpy. Donc pour déterminer la date t, on la détermine à partir de vpy. Donc vpy au carré égale vpx au carré. Donc vpx au carré, vp au carré égale vpx au carré plus vpy au carré. Donc vpy au carré égale vp au carré moins vpx au carré. Et donc, comme vous savez, dans le point P, le vecteur vitesse vp est toujours tangentiel et dans le sens du mouvement. Donc vp est dirigé vers le bas. Donc vpy est négatif. La valeur de vpy est négative. Donc vpy c'est moins la racine de vp carré moins vpx au carré. Donc vpy égale moins la racine. Et l'expression de vpx c'est v0x au carré. Et comme vous savez, vy égale moins gt plus v0 sinus alpha. Donc on remplace vy par cette expression. On obtient moins gtp plus v0 sinus alpha égale. Donc tp égale la racine de vp carré moins v0 x au carré plus v0 sinus alpha sur g. Et on détermine tp qui est 3,8. Puis on calcule xp et yp en remplaçant tp par son expression. Et enfin on calcule tangente phi qui est moins yp sur
xp. Donc la question 3, soit un point C de coordonnées YC et XC, montrer que le centre d'inertie du skieur ne peut pas être attaqué par le projectile, ou là ne peut pas passer par C, quelle que soit la valeur de alpha. Si les coordonnées de C vérifiées, une condition que peut s'écrire sous la forme YC supérieure à AX carré plus B, déterminer les expressions de A et B en fonction de H, V0 et G. On donne 1 sur cos carré égale 1 plus tangente carré. Donc, pour que le projectile n'atteigne plus le point C, il faut que les coordonnées du point C ne vérifient pas l'équation de la trajectoire, quel que soit l'angle de tir alpha. Donc, quel que soit alpha, XC et YC ne doivent pas vérifier l'équation de la trajectoire. Donc, comme vous savez, l'équation de la trajectoire a la formule suivante, moins 1 demi g x carré V0 cos alpha au carré plus x tangente alpha. Donc, il faut chercher les valeurs de x ou y qui ne vérifient pas cette équation, quel que soit alpha. Donc, on remplace cos carré alpha par 1 plus tangente carré alpha. On obtient cette expression. Donc, cos alpha, 1 sur cos carré alpha égale 1 plus tangente carré alpha. Donc, on obtient cette équation. 1 demi gx carré v0 carré tangente carré alpha moins x tangente alpha plus 1 demi gx carré v0 carré plus y moins h égale 0. Donc, cette équation est une équation de second degré en fonction de alpha. La variable c'est tangente alpha. Donc, pour que x et y ne vérifient pas cette équation, il faut que le discriminant de cette équation doit être négatif. Pour que, on sait que x et y, c, ce sont des réels. Donc, si le discriminant est négatif, la résolution de cette équation est dans C et non dans R. Donc, delta de cette équation égale b au carré, c'est x au carré. Le variable dans cette équation, c'est tangente alpha. X au carré moins 4a fois c, ou a 1 demi gx carré sur v0 carré fois c qui est 1 demi gx carré sur v0 carré plus y moins h. Donc, ce delta doit être inférieur à 0, ce qui implique x carré moins 4 fois 1 demi, etc. 1 demi gx carré v0 carré fois 1 demi gx carré v0 carré inférieur à 0. Donc, on factorise par x carré. X carré n'est pas inférieur à 0, toujours positif. Donc, 1 demi, 1 moins 4, etc. est inférieur à 0. Donc, on développe cette expression. On obtient 4 fois supérieur à 1. On développe une autre fois. Donc, 1 sur 2 gx carré sur v0 carré plus y moins h supérieur à 1 sur 4 fois 1 demi g. Ce qui nous donne que 1 demi gx carré, c'est la même expression, supérieure à, donc, y moins h supérieur à 1 sur 4 fois 1 demi g 1 sur v0 carré, moins 1 demi g x carré. Ce qui nous donne que y moins h supérieur à 1 sur, donc on élimine v0 au carré, on obtient y moins h supérieur à 1 sur, donc y supérieur à v0 carré sur 2g, moins 1 demi g x carré sur v0 carré plus h. Voilà le diagramme. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.